Chapitre 52. C'était à la fête d'un charmant village situé à 1 lieue de Villers-Cotterêts et nommé Corcy, perdu au milieu des grands bois comme un îlet dans les hautes branches. J'avais pour un instant laissé mes compagnons dans le rond de danse et je m'étais éloigné pour faire une visite à un fermier, vieil ami de mon père, dont la ferme était distante du village d'1/4 de lieue à peu près. La route que je suivais pour me rendre chez lui était un joli sentier tracé au pied d'une colline, bordé à droite et à gauche d'une double haie d'épines blanches, et tout parsemé de ces petites pâquerettes à cœur d'or et à feuilles teintées de rose à leur extrémité. Et tout à coup, au coude d'un chemin, dans un rayon de soleil qui les baignait de lumière, je vis apparaître venant à moi 3 personnes, dont 2 m'étaient bien connues, mais dont la troisième m'était totalement étrangère. Les 2 personnes qui m'étaient connues étaient l'une Caroline Collard, devenue, comme je l'ai dit plus haut, baronne Capel. L'autre était sa fille, Marie Capel, âgée de 3 ans alors, et qui depuis, pour son malheur, fut madame Lafarge. La troisième personne, celle qui m'était étrangère et qui ressemblait au premier aspect à un étudiant allemand, était un jeune homme de 16 à 17 ans, vêtu d'une veste grise, d'une casquette de toile cirée, d'un gilet chamois et d'un pantalon bleu clair, presque aussi collant que le mien, et qui n'offrait avec lui que cette différence que chez moi c'étaient les bottes qui recouvraient le pantalon, tandis que chez lui, au contraire, c'était le pantalon qui recouvrait les bottes. Ce jeune homme, grand, brun, sec, aux cheveux noirs, coupés en brosse, aux yeux admirables, au nez fortement accentué, aux dents blanches comme des perles, à la démarche nonchalante et aristocratique, était le vicomte Adolphe Ribing de Leuven, futur auteur du Ver vert et du Postillon de Longjumeau, et fils du comte Adolphe Louis Ribing de Leuven, l'un des 3 seigneurs suédois inculpés dans le meurtre de Gustave III, roi de Suède. C'était une vieille et noble famille que celle des comtes Ribing de Leuven, habituée à soutenir les luttes royales et à traiter de majesté à majesté avec les puissants de la terre. Ce fut un Ribing qui se leva en 1520 contre le tyran Christiern qui avait fait égorger ses 2 enfants. Il y avait une triste et mélancolique légende dans la famille. C'était celle de ces 2 enfants décapités, l'un à 12 ans, l'autre à 3 ans. Le bourreau venait de trancher la tête de l'aîné et s'emparer du second pour l'exécuter à son tour, lorsque le pauvre petit lui dit de sa douce voix « Oh, je t'en prie, ne salis pas ma collerette comme tu viens de le faire à mon frère Axel, car maman me gronderait. » Le bourreau avait 2 enfants, juste du même âge que ceux-là. Ému à ces paroles, il jeta son épée et se sauva tout éperdu. Christiern envoya à sa poursuite des soldats qui le tuèrent. Le père d'Adolphe, que j'ai beaucoup connu depuis et qui m'aimait comme un second enfant, était un homme de 50 ans, d'une distinction suprême, d'un esprit charmant, quoiqu'un peu railleur, d'un courage à toute épreuve. Il avait été élevé à l'école militaire de Berlin, était venu très jeune en France, en qualité de capitaine dans un de ces régiments étrangers que le roi Louis XVI avait à sa solde, et qui lui firent d'autant plus de tort qu'ils le défendirent plus loyalement. Il avait été présenté à Marie-Antoinette par le comte de Fersen, et sous les auspices de l'illustre favori, il avait été admirablement reçu par la reine. Il avait au reste gardé de la pauvre Marie-Antoinette un souvenir tout de respect et de vénération, et 30 ans après sa mort, je l'ai souvent entendu parler d'elle avec une voix pleine de larmes. Il fut rappelé en Suède vers la moitié de l'année 1791. Fiancé à une de ses cousines qu'il adorait, il croyait revenir pour l'épouser, lorsque, à son arrivée à Stockholm, il apprit qu'un ordre du roi Gustave III avait disposé de sa main et qu'elle était la femme du comte d'Essen. Dans un premier mouvement de désespoir, le comte Ribing provoqua le mari. Un duel s'ensuivit et le comte d'Essen tomba, la poitrine traversée d'un coup d'épée qui le cloua pendant 6 mois sur son lit.
La Suède, à cette époque, était dans un grand trouble. Le roi venait de forcer la Diète d'accepter l'acte d'union et de sûreté. C'était à Geft que s'était accompli ce coup d'État qui investissait le roi seul du droit de paix et de guerre. Au reste, depuis longtemps, la lutte existait entre la royauté et l'aristocratie. Marié en 1766 à Sophie-Madeleine de Danemark, le roi n'avait pas encore d'héritier de sa couronne en 1776. Or, la noblesse suédoise attribuait la stérilité de la reine aux mêmes causes que celle de Louise de Vaudemont, femme de Henri III. Comme le dernier des Valois, Gustave avait des favoris dont la familiarité faisait tenir sur le prince les propos les plus étranges. Les seigneurs décidèrent en conséquence un beau jour qu'il serait fait au roi des remontrances sur la stérilité de la reine et qu'il serait supplié de faire cesser cette stérilité par tous les moyens qu'il aurait en son pouvoir. Gustave promit d'aviser. Alors on dit qu'il se passa une chose étrange. Le soir même du jour où il avait engagé sa parole au seigneur suédois, il prit son écuyer Monk, le conduisit au lit de la reine, et là, devant la pauvre femme toute rougissante, il lui expliqua le service qu'il demandait de lui, et sortit en l'enfermant dans la chambre royale. Quelque temps après, la grossesse fut proclamée, et la reine accoucha d'un prince qui, après la mort de son père, régna sous le nom de Gustave IV. On sait qu'en 1809, les États de Suède proclamèrent sa déchéance. J'ai beaucoup connu son fils en Italie, où il voyageait sous le nom de comte de Vasa. En 1770, Gustave III, alors âgé de 24 ans, était venu en France sous le nom de comte de Haga. Il avait visité une espèce de devineresse qui, dans des extases magnétiques, prédisait l'avenir. À peine lui eut-elle touché la main qu'elle l'invita à prendre garde à l'année 1792, lui annonçant que dans le cours de cette année, il devait, par un coup d'arme à feu, courir danger de mort. Gustave était brave, il avait souvent payé de sa personne. Il raconta plus d'une fois la prédiction en riant, mais ne s'en inquiéta jamais. À la suite de cette diète de 1792, pendant laquelle la noblesse avait perdu le reste de ses privilèges, une conjuration déjà entamée se renoua. Les principaux conjurés furent Ankarström, le comte Ribbing, le comte de Horn, le comte d'Ehrensvart et le comte Lillenhorn. Ankarström et Ribbing, outre les griefs généraux qui aigrissaient la noblesse contre le roi, avaient des motifs particuliers de haine. Ankarström avait perdu, par l'intervention du roi, un procès qui avait entraîné avec lui la moitié de sa fortune. Le comte de Ribbing, comme nous l'avons dit, avait avengé sur le roi une perte bien autrement douloureuse que celle d'un procès, la perte de sa fiancée. Les autres faisaient du meurtre projeté de Gustave une affaire de caste, voilà tout. On résolut d'exécuter ce meurtre au milieu d'un bal masqué qui devait avoir lieu dans la salle de l'Opéra pendant la nuit du 15 au 16 mars 1792. La veille, le roi reçut une lettre anonyme qui lui donnait avis du complot et qui lui annonçait qu'il serait assassiné la nuit suivante. « Ah oui, dit Gustave, en effet, même chose a été prédite il y a 22 ans au comte de Haga. » Mais il n'ajouta pas plus de foi alors à la prédiction que n'y en ajoute aujourd'hui le roi de Suède. En haussant les épaules, il froissa le billet entre ses mains et le jeta dans la cheminée. Cependant, on assure que dans la nuit du 14 au 15, Gustave, déguisé, alla consulter la fameuse sibylle Arfredson, laquelle, confirmant la prédiction de la somnambule française et l'avis de la lettre anonyme, lui déclara qu'il devait être assassiné avant que 3 jours fussent écoulés. Soit courage réel, soit incrédulité, Gustave ne voulut rien changer aux projets arrêtés, ni prendre aucune précaution, et le soir, à 11 heures, il se rendit au bal masqué. La veille, on avait tiré au sort pour arrêter lequel des conjurés devait tuer le roi, Gustave étant si fort détesté de la noblesse que chacun réclamait le dangereux honneur de porter le coup mortel.
le sort avait désigné Ankarström. On assure qu'un des conjurés lui offrit alors une donation, non seulement des biens qu'il possédait à cette époque, mais encore de ceux qui devaient lui revenir un jour s'il voulait lui céder sa place. Ankarström refusa. Le moment venu, comme plusieurs seigneurs étaient vêtus de costumes pareils à celui du roi, Ankarström pensa tout à coup qu'il pouvait se tromper et tirer sur un autre que Gustave. Mais le comte de Horn le rassura en lui disant « Tirez hardiment sur celui à qui je dirai « Bonjour, beau masque », ce sera le roi. » Il était 2 heures du matin. Gustave se promenait, appuyé au bras de ce même comte d'Essen qu'il avait marié à la fiancée de Ribbing, lorsque le comte de Horn, s'approchant de lui, lui dit « Bonjour, beau masque ». Au même instant, une détonation sourde se fit entendre. Gustave chancela en disant « Je suis mort ». À part ceux qui entouraient le roi, personne ne s'était aperçu de l'événement. Le pistolet était caché dans un manchon. Au milieu du bruit des conversations et des accords de l'orchestre, la détonation s'était perdue. Quant à la fumée, elle était restée ensevelie dans le manchon. Cependant, au cri du roi, en le voyant tomber, faiblissant, au bras de Essen, chacun accourut. Dans le mouvement qui se fit, il fut alors facile à Ankarström de s'éloigner du roi et même de sortir de la salle. Mais dans le trajet, il avait laissé tomber un des pistolets. Le pistolet fut ramassé, chaud et fumant encore. Le lendemain, tous les armuriers de Stockholm furent interrogés et l'un d'eux reconnut le pistolet pour l'avoir vendu à Ankarström. 1 heure après, Ankarström était arrêté chez lui et une commission spéciale était nommée pour le juger. Il avoua le crime, mais en le glorifiant. Quant à ses complices, quelque promesse qui lui fut faite, il refusa de les dénoncer. Le procès fut mené lentement. On espérait toujours qu'Ankarström parlerait. Enfin, le 29 avril 1792, c'est-à-dire 44 jours seulement après le meurtre, il fut condamné. L'arrêt portait qu'il serait battu de verge pendant 3 jours, puis décapité. Malgré la longueur et l'ignominie du supplice, Ankarström conserva sa fermeté jusqu'au dernier moment. Traîné au supplice dans une charrette, il étendit des regards parfaitement tranquilles sur ces milliers de spectateurs pressés autour de l'échafaud. Arrivé sur la plateforme, il demanda quelques secondes pour se réconcilier avec Dieu. Le délai lui fut accordé. Il se mit à genoux, fit sa prière et se livra aux exécuteurs. Il n'avait pas encore 33 ans accomplis. Ribbing, qui avait été arrêté en même temps qu'Ankarström, n'en avait lui que 21. Il allait être condamné à mort, comme Ankarström. Le duc de Sudermanie, régent du royaume pendant la minorité de Gustave IV, pressait l'instruction lorsqu'un illuminé disciple de Swedenborg vint le trouver et lui annonça que le maître lui était apparu, lui avait déclaré que non seulement Ribbing était innocent, mais encore que chaque cheveu qui tomberait de sa tête coûterait un jour de vie au duc de Sudermanie. Le duc, swedenborgiste lui-même, s'effraya à cette idée, et Ribbing, au lieu de partager le sort d'Ankarström, fut condamné à un exil éternel. Comme on ne pouvait faire pour le comte de Horn et pour Lillenhorn moins qu'on ne faisait pour Ribbing, tous deux obtinrent la même faveur. La confiscation des biens suivait l'exil. Heureusement, la confiscation de ces biens ne devait avoir lieu pour le comte Ribbing qu'après la mort de sa mère, qui, lui vivant, héritait de lui et sa mère était encore jeune. Le comte partit pour la France, qui était en pleine révolution, et y arriva pour voir les 2 et 3 septembre et le 21 janvier. Son adoration pour la reine le fit éclater en reproches contre ces jours terribles. Il fut arrêté et lui, régicide, allait être livré au tribunal révolutionnaire comme trop sympathique au malheur d'un roi, lorsque Chaumette le fit mettre en liberté, lui donna un passeport et l'aida à sortir de Paris. Le comte se rendit alors en Suisse. Il était jeune et si beau qu'on ne l'appelait que le beau régicide.
il fut présenté à madame de Staël, qui lui accorda une grande part dans son amitié. 200 ou 300 lettres de madame de Staël que le comte de Ribbing reçut d'elle pendant tout le cours de sa vie, de l'illustre auteur de Corinne, prouvent que cette amitié ne fut point passagère. Madame de Staël était entourée d'un cercle d'amis dont quelques-uns avaient été ceux du comte de Ribbing. Cette petite cour, moitié politique, moitié littéraire, ne s'occupa alors que d'une chose, ce fut de secourir, de cacher, de protéger les émigrés contre les persécutions des magistrats des cantons helvétiques qui avaient la main forcée par les exigences continuelles du gouvernement révolutionnaire de Paris. Après le 9 Thermidor, le comte de Ribbing put rentrer en France, où il acheta à très bas prix 3 ou 4 châteaux et 2 ou 3 abbayes. Au nombre des châteaux étaient Villers-Élon, Brunoy et Quincy. Le comte avait fait toutes ces acquisitions sur simple recommandation, soit de ses amis, soit de son notaire. Villers-Élon, entre autres, lui était parfaitement inconnu. Un beau matin, il résolut d'aller visiter cette charmante propriété qu'on lui avait beaucoup vantée. Malheureusement, le moment était mal choisi pour en apprécier tous les charmes. Un arrêté de la commune de Villers-Élon avait livré le château à une association de cordonniers qui exécutait des souliers pour l'armée. Les honorables disciples de Saint-Crépin s'étaient, en conséquence, emparés du domaine, avaient établi leurs ateliers dans les salons et dans les chambres, et, pour plus grande facilité de communication, ils avaient pratiqué des ouvertures dans les plafonds. Quand c'était une communication orale qu'ils avaient à faire, elle s'opérait de cette façon, par les Judas, sans que celui qui avait à faire cette communication eût besoin de quitter sa place. Quand c'était une visite à accomplir, de bas en haut ou de haut en bas, des échelles appliquées aux ouvertures économisaient les tours et détours que nécessite toujours un escalier. On comprend que de pareils locataires nuisaient fort à l'aspect du château que venait d'acheter le comte. Aussi fut-il effrayé de la vue et surtout de l'odeur, et s'enfuit-il précipitamment à Paris. Quelques jours après, il racontait, avec l'esprit qui lui était particulier, sa mésaventure devant M. Collard, alors attaché à la fourniture des armées. M. Collard, plus habitué que le noble proscrit à l'appréciation des choses matérielles, lui offrit alors de reprendre son marché. M. de Ribbing y consentit, et Villers-Élon devint à partir de ce moment la propriété de M. Collard. Heureusement, le comte de Ribbing avait encore 2 ou 3 autres châteaux où, à défaut de celui qu'il venait de rendre, il pouvait établir sa résidence. Il choisit Brunoy, qu'il céda plus tard à son ami Talma, comme il avait cédé Villers-Élon à son ami Collard, puis s'établit au château de Quincy. Pendant tout le règne de Napoléon, le comte de Ribbing demeura fort tranquille, l'hiver à Paris, l'été à la campagne, se livrant à l'agriculture, pêchant dans ses étangs, dans lesquels on prit un jour un si énorme brochet que mis dans le plateau d'une balance et Adolphe dans l'autre, le brochet eut l'honneur de l'emporter. Plusieurs fois, Napoléon offrit du service à M. de Ribbing, mais dans cette prévision qu'avec les idées envahissantes du conquérant il serait forcé un jour de porter les armes contre la Suède, il refusa. Au second retour des Bourbons, les vengeances rétrospectives qui s'exercèrent allèrent chercher M. de Ribbing dans sa retraite. Forcé de s'exiler, il passa la frontière et, sous un nom supposé, se rendit à Bruxelles avec sa femme et son fils. Mais l'incognito du comte de Ribbing devait bientôt être trahi dans des circonstances qui donneront une idée de son caractère. À Bruxelles, le comte se trouva à table d'hôte avec des officiers étrangers qui, tout enorgueillis de la victoire de Waterloo, maltraitaient fort la France et surtout les Français. Un colonel couvert de décorations se faisait surtout remarquer par l'exagération de ses attaques. La conversation avait lieu en allemand, mais pour le comte de Ribbing, élevé à Berlin, l'allemand était presque de langue maternelle. Il ne perdait donc pas un mot de la conversation à laquelle il paraissait complètement étranger. Tout à coup il se leva, s'avança avec son calme habituel vers le colonel, lui donna une paire de soufflets,
accompagna cette paire de soufflets de l'énumération de ses prénoms et qualités et revint tranquillement s'asseoir à sa place. Cauchois le maire était à cette table, tout jeune homme encore, ainsi que le poète Arnaud, déjà vieux. Tous deux, au risque de ce qui pouvait leur en arriver de mal, offrirent comme témoins leurs services au comte de Ribbing. Par bonheur, ces services furent inutiles, le colonel ne se battit point. La liste des 38 avait, aux dépens de la France, enrichi Bruxelles. Arnaud, Excelmans, Regnault de Saint-Jean d'Angély, Cambacérès, Harel, Cauchois-le-Maire étaient proscrits. Monsieur de Ribbing se lia avec eux et avec eux fonda Le Nain jaune, journal dont la réputation fut bientôt européenne. À la suite d'un article publié par le comte dans ce journal, le gouvernement prussien demanda que l'auteur de cet article lui fût livré. Il ne s'agissait pas moins que d'un emprisonnement à perpétuité dans une citadelle. La Prusse, on le sait, est encore le pays des citadelles et a été longtemps celui des emprisonnements. Cependant, le roi Guillaume laissa au comte de Ribbing le choix d'être livré à la Prusse ou à la France, à peu près comme le cuisinier laisse au poulet le choix d'être mis à la broche ou en fricassé. Monsieur de Ribbing opta pour la France. Il fut pris, jeté dans une chaise de poste avec son fils et conduit aux portes de Condé. Là, il s'orienta, cherchant auquel de ses anciens amis il pourrait demander l'hospitalité. Le plus proche de lui était M. Collard. Il s'achemina vers Villers-Élon. Il va sans dire qu'il fut reçu cœur et bras ouverts. Il habitait depuis 3 jours ce charmant domaine, si fort changé depuis le temps des cordonniers qu'il ne voulait absolument pas le reconnaître, quand je rencontrai son fils, Adolphe de Leuven, donnant le bras à madame Capel et la main à la petite Marie.